Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en direct depuis le sud de l'Espagne, en Andalousie. Bienvenue à Roquetas de Mar, charmante station balnéaire, bien connue pour sa plage immense, magnifique, de plus de 10 km de long, mais aussi pour ses migrants très nombreux dans cette ville. Ils représentent 30% de la population. Ils habitent essentiellement ici, dans ce quartier, autour de cette église tenue par la congrégation des Pères Blancs. Nous célébrerons la messe dans 30 minutes maintenant en direct avec des migrants et celles et ceux qui les accueillent et accompagnent au quotidien. Mais d'abord, je vous propose de faire une belle rencontre avec vous, sœur Bégonia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin ici en Andalousie. Vous êtes religieuse missionnaire, vous avez vécu pendant plus de 20 ans dans plusieurs pays africains. Aujourd'hui, vous vivez à Madrid et vous travaillez pour des associations qui soutiennent les migrants. Vous luttez notamment contre le trafic d'êtres humains. Peut-être un mot sur cette ville étonnante, Roquetas de Mar. Il y a 50 ans, 60 ans, il y avait 3-4 000 habitants, pas plus. Aujourd'hui, il y a près de 100 000 habitants. 30% de la population est d'origine migrante. Comment on l'explique? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je l'ai connu il y a 50 ans et c'était une ville petite, un village, je dirais petit, pauvre, puisqu'il n'y avait pas d'eau. Alors, dans les années 80, on a découvert l'arrosage goutte à goutte. Et on a vu que ça produisait vraiment avec très peu d'eau, puisque c'était ce qui manquait, que ça produisait beaucoup de légumes et de fruits. Et peu à peu, ils ont commencé à faire des serres. Ces serres pour empêcher l'évaporation. Avec des exploitations agricoles tout autour de la ville. Oui, c'était pas seulement de la ville, c'est de toute la région, parce que c'est vraiment ce qu'on appelle la mer de plastique. Parce que quand on voit de la route ou bien des avions, on les voit même de là-haut. De là-haut. Mais de là-haut avec les satellites. On verra un reportage tout à l'heure, mais du coup, beaucoup de migrants sont venus travailler pour ces serres et ces exploitations agricoles. Oui. C'est ce qui explique le nombre de migrants ici, la proportion. Oui, parce que ces serres exportent presque et produisent presque 40% de la production de la consommation de fruits et de légumes de l'Europe. Alors, ils s'exportent surtout, et ce qui permet d'exporter à des prix avantageux pour les compagnies qui sont ici installées, c'est qu'ils payent très peu à ces migrants, puisque la plupart de ces migrants sont illégaux. On verra tout à l'heure cette problématique. Mais d'abord, peut-être, on peut en savoir plus sur votre vocation. Vous travaillez auprès des migrants depuis très longtemps. C'est votre vocation de chrétienne, de religieuse. Qu'est-ce qui vous passionne dans la situation des migrants? Qu'est-ce qui vous touche dans leur situation? Ce qui me touche, c'est la pauvreté dans laquelle ils vivent. Pas seulement la pauvreté matérielle, mais surtout la peur dans laquelle ils vivent parce qu'ils n'ont pas de permis de travail ni de séjour. Ils ont peur d'être pris par la police, ils vivent dans des conditions terribles en dehors de leur pays. Et ce qui me touche, c'est qu'ils sont ceux qui produisent la richesse de cette région et c'est eux qui vivent vraiment dans la misère, surtout ceux qui sont des illégaux. On les appelle des illégaux, il n'y a pas de personnes illégales, mais c'est qu'ils n'ont pas les permis de travail ni de séjour, alors ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas de droits. En tant que religieuse, en tant que chrétienne, c'est votre mission d'être à leur côté? Oui, pour moi, c'est le Christ est venu pour être près des pauvres et des petits, et c'est eux qui sont vraiment, Dieu est avec eux. N'importe quelle religion qu'ils soient, Dieu chemine avec eux et moi je vais cheminer avec eux aussi. Pas pour être un modèle ni pour être, mais pour vraiment apprendre d'eux et être une sœur avec eux. Les pauvres, les petits seront avec nous pendant la messe tout à l'heure, puisqu'ici, je le disais, c'est un quartier où vivent de nombreux migrants. 60-70% de la population est migrante. Ici, dans ce quartier, la messe donc se prépare à vivre dans une vingtaine de minutes en direct. Si nous sommes ici ce matin, c'est pour faire suite à cette belle rencontre de la Méditerranée autour du pape François. C'était l'an dernier sur la question des migrations. C'était il y a un an, on voulait être à nouveau au bord de la Méditerranée pour voir comment on pouvait mieux accueillir les migrants. C'est vraiment une question de fraternité. Les personnes qui risquent de se noyer lorsqu'elles sont abandonnées sur les flots doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation. C'est ce que nous disait le pape François l'an dernier à Marseille. Pourquoi, selon vous, en tant que chrétienne, c'est un devoir de civilisation? C'est un devoir parce que d'abord, le Christ est venu pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aux pauvres, ce n'est pas d'annoncer
la parole, mais la parole vécue dans les jours à jour. Pour moi, être chrétien, c'est être vraiment avec les plus petits et vivre avec eux. Et je veux dire qu'en Afrique, ces contacts avec la pauvreté, avec la culture africaine, m'a transformé complètement. Mes idées politiques, mes idées sociales, mes idées économiques, tout. Après, ils m'ont fait changer Sœur Bégonia, cette réalité. Je pense que vous pouvez comprendre aussi qu'en Europe, on peut avoir peur de l'étranger, Oui. des migrants. Il y a aussi de terribles faits divers qui impliquent des migrants. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui nous regardent peut-être ce matin et qui ont peur pour des raisons aussi légitimes? Je pense qu'il faut regarder tous les aspects positifs. Au lieu, parce que souvent les politiciens et les nouvelles nous donnent des aspects négatifs des migrants. Il faut regarder toute la richesse qu'ils apportent. Ils apportent une richesse d'abord économique. Ici, dans cette ville, dans cette région, c'est évident. C'était qui font la richesse. Ça, on va le voir tout à l'heure. Mais c'était aussi qui ont une richesse culturelle. C'est un enrichissement, c'est pas un appauvrissement. Et puis, l'Europe est vieille. Et nous avons besoin de jeunes forces pour travailler. Tout ça, alors les migrants, c'est un enrichissement de la société. Et on va le voir pendant la messe, il y aura beaucoup de jeunes tout à l'heure dans l'église. Alors, depuis quelques années, l'Espagne est l'une des grandes portes d'entrée en Europe pour les migrants africains. Ils arrivent essentiellement par les îles des Canaries, archipel espagnol situé juste en face des côtes africaines. On le voit sur cette carte. Près de 15 000 migrants sont arrivés aux Canaries en 2023, le double en 2024, plus de 30 000. Rapidement, avant de voir le premier portage, pourquoi les migrants africains choisissent cette voie vers les Canaries, Parce qu'avant, il y avait plusieurs routes et il y a beaucoup de ces routes, celle qui part de la Syrie, de la Libye surtout, qui est très dangereuse pour les migrants parce qu'ils souffrent terriblement. J'ai vu des témoignages terribles. À cause des autorités libyennes? À cause des autorités libyennes, mais aussi des accords que l'Europe a fait avec la Libye. Donc ils contournent cette voie pour passer par l'Atlantique. Beaucoup. Alors maintenant, c'est la route méditerranéenne de l'Atlantique et c'est une route meurtrière, et surtout dans certaines époques de l'année. Et ils n'ont pas de conditions. Vous parlez des dangers, mais c'est la quantité de morts, les milliers de morts qui sont enterrés en Méditerranée, qui sont absorbés, qui ne sont même pas enterrés, parce qu'on ne sait même pas parfois qui sont ceux qui meurent. Bien sûr, c'est des anonymes qui meurent, on ne sait même pas qui sont partis, on ne sait même pas qui meurt. Je vous propose, Sœur Bégonia, tout de suite de nous rendre aux Canaries, à Grande Canaria, la plus grande île des Canaries, pour voir comment ces migrants arrivent aux Canaries, dans quelle situation et ce qu'ils vivent après, une fois arrivés sur le sol espagnol. Regardez ce reportage, c'est très émouvant. Merci. La délivrance des survivants, Gambiens, Mauritaniens, Sénégalais, l'urgence sanitaire des secouristes des îles Canaries. Depuis 3 ans, l'archipel connaît une déferlante de candidats à l'exil. Et avec l'instabilité grandissante des États du Sahel, les vagues d'arrivée n'ont jamais été aussi fortes que cette année. Ces hommes fuient la pauvreté, l'oppression, l'absence d'un avenir. Ce sont des personnes qui, quand elles arrivent à quai, ont ces regards perdus qui n'expriment ni peur, ni joie, rien. Ce sont des regards vides qui attendent de voir ce qui va maintenant leur arriver. Et pour nous, il n'y a pas d'heure, de jour précis du calendrier. En ce moment même, il pourrait y avoir plusieurs embarcations en train d'arriver aux Canaries. Donc nous, on se tient prêts, 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'était très dur. On était tous les uns sur les autres, et comme ça, tout le long du trajet. Parfois, tu te relevais, et celui qui était en dessous de toi était déjà mort. Donc il arrive un moment où tu ne penses qu'à lutter pour survivre. Cette épreuve, Fall l'a vécue il y a 3 ans. Mais l'horreur des traversées est la même aujourd'hui. Une semaine à braver les courants forts sur 1500 km à 2 gorgées d'eau potable par jour. 30 personnes sont mortes parce qu'elles avaient bu de l'eau de mer. Il y avait un enfant sur ce bateau et lui aussi est mort. On a dû le jeter par-dessus bord. Ce garçon, je l'ai toujours dans la tête. Je ne l'oublierai jamais et je prie souvent pour lui. À l'époque, une fois à quai, la prise en charge fait scandale. Ils nous ont amenés ici même, là où nous sommes. Ils nous ont laissés là. On a dormi 5 jours comme ça.
Ils étaient là, épaule contre épaule, sans manger, dans des conditions inhumaines. À tel point qu'on l'a appelé le quai de la honte. Fall restera ensuite 6 mois dans l'un des hôtels réquisitionnés en urgence. Désormais, s'il y a bien des centres d'hébergement, il tente tant bien que mal de contenir l'afflux des arrivées. Les centres n'ont pas les conditions d'accueil décentes. D'abord parce qu'ils sont saturés. Et aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas prêts, ni dans les têtes, ni dans les faits, à offrir des conditions d'accueil dignes pour ces personnes. La question devient encore plus alarmante pour les mineurs qui, une fois passés 18 ans et 1 jour, se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la rue. Cette fondation salésienne vient en aide aux plus vulnérables. Ici, on se sent moins seul. Il y a des gens pour nous accompagner, des gens qui t'aident. Quand tu es seul ici et dans la rue, c'est un peu difficile quand même. Ici, il est logé, il peut se former, trouver un emploi, se reconstruire. Et il fait partie des chanceux. Notre liste d'attente est très longue. La demande est forte par rapport à notre capacité d'hébergement. Donc il nous est impossible de répondre à tous. Ces jeunes rêvent d'aller en France, en Espagne, en Allemagne. Mais quand tu es étranger dans un pays, les démarches sont longues et pénibles. Et donc beaucoup restent bloqués ici. Et les Canaries deviennent une prison pour eux. Une prison à ciel ouvert, loin de l'horizon des possibles, qu'ils croyaient pourtant avoir atteint. Voilà pour ce reportage très émouvant. Retour en direct ici à Roquetas de Mar, en Andalousie, en direct donc, où nous célébrerons la messe tout à l'heure avec des migrants. Sœur Bégonia, peut-être une réaction à ce reportage très émouvant, notamment la fin du sujet. On a entendu cette expression, une prison à ciel ouvert pour les migrants qui sont bloqués finalement aux Canaries. C'est une grande désillusion pour eux. Vous les connaissez, ces migrants ? Oui, je connais quelques-uns de ces migrants. C'est vrai que c'est une désillusion, mais c'est une désillusion, la même chose quand ils arrivent dans un autre port, même si c'est un port dans la péninsule. Oui, c'est un exemple. Parce que quand ils baissent la terre, moi je suis terrifié quand je les vois baisser la terre, parce que comme un signe qu'ils sont arrivés, quand ils disent, ils crient Boda, Boda, nous sommes arrivés. Mais ces cris, c'est vraiment, ça me fait du mal parce que c'est ici que la prison à ciel ouvert commence. Parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas de documents, que la police les prenne, les amène dans Saint-Cyr, c'est les centres d'internement où ils vont être renvoyés dans leur pays. C'est une prison qui sont dans des conditions terribles, où ils sont, comme ici, ils travaillent très dur, puisqu'ils n'ont pas de papiers, ils sont mal payés. Mais pas les salaires minimums. Ils travaillent dans des conditions terribles, d'humidité, avec les insecticides et tout ça. Et ils vivent dans des maisons, c'est pas des maisons, c'est dans alors des que bien trous. souvent ils ont risqué leur vie. Hein. On va revoir ces images vraiment que je trouve toujours très, très fortes sur ces bateaux. Regardez-moi ces bateaux, des coquilles de noix. Il y a des hommes, des femmes, des enfants remplis plein à craquer dans des conditions vraiment très dangereuses. Qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur, ces hommes, ces femmes, pour tenter cette traversée si risquée ? C'est le rêve. Et on ne peut pas lutter contre les rêves. On montre dans la télévision partout une Europe qui semble vraiment une Espagne qui semble magnifique. Tout le monde a des maisons énormes, un travail magnifique, des grandes voitures. Ça, c'est le rêve. Et contre un rêve, on ne peut pas lutter. Au mois de février, j'étais à Sfax, en Tunisie, d'où partent les migrants pour Lampedusa. Et j'ai rencontré des personnes qui sont retournées 3 et 4 fois et qui veulent encore retourner parce qu'ils disent que c'est la seule sortie que j'ai. Ici, je ne peux pas me marier. Parce qu'il y a beaucoup de racisme actuellement en Tunisie, c'était très bien accueilli jusqu'à présent, mais en Espagne, c'est la même chose. Alors, c'est le rêve. Et contre un rêve, on ne peut pas lutter. Ils ont été renvoyés 3 fois de leur bateau et ils sont encore là, dans des conditions en train de travailler pour gagner un peu d'argent et pouvoir payer les bateaux. Nous avons été d'ailleurs à Lampedusa il y a quelques années avec l'équipe du Jour du Seigneur. On a vu ces situations dramatiques. Et pourtant, ils ont toujours une espérance dans le cœur. C'est très touchant. Oui, je pense que l'espérance, c'est la dernière chose qu'on perd. Et c'est heureusement qu'ils ont une espérance parce que c'est ça qui leur fait lutter. Ils ont une endurance terrible et ils résistent vraiment. Ils subissent beaucoup de souffrances, mais une fois qu'ils arrivent à avoir une famille ou à avoir un certain statut, au moins normal, d'un ouvrier, d'un pauvre ouvrier, au moins ils sont heureux, ils peuvent aider leur famille au pays. Parce que c'est ça, leur famille s'est endettée pour payer leur voyage. Alors ils doivent
retourner au moins cet argent. Et puis c'est pour ça qu'ils sont venus, pour aider leur famille. Il y a des grands débats en France, évidemment, sur les migrants, sur l'immigration. Est-ce qu'on accueille trop d'hommes et de femmes qui viennent de ces pays étrangers? Est-ce que les catholiques espagnols sont mobilisés auprès des migrants? Oui, l'Église espagnole est très très engagée pour les migrants. Et il faut regarder la lettre pastorale que les évêques ont écrite en 2019, je pense, qui est magnifique en suivant un peu ce que le pape dit aussi, mais ils ont insisté beaucoup pour l'accueil des migrants dans les paroisses, mais que ce ne soit pas un accueil qu'ils viennent pour s'adapter, mais que l'Église s'adapte aussi à ces migrants. Et puis ils font au point de vue, par exemple à Madrid, et dans beaucoup de diocèses, il y a la table de l'hospitalité. C'est un réseau des associations où il y a Caritas, où il y a des paroisses, il y a tous les jésuites, les capucins, beaucoup de religieux qui sont là pour chercher des logements. Il y a beaucoup de logements partout, beaucoup de religieux, religieuses, beaucoup de paroisses qui accueillent, pas pour un an, mais les paroisses, par exemple, les religieux sont pour 6 mois ou pour 1 an ou 200 même. Je travaille à Cali, où une association qui accueille les migrants africains et qui ont 2 maisons pour des femmes et 3 appartements pour des hommes pour accueillir, mais il y a comme ça plusieurs à Madrid. Il y a une mobilisation. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin aux téléspectatrices et téléspectateurs français qui nous regardent et qui se disent peut-être pour de bonnes raisons politiques, même parfois, il y a un peu d'angélisme dans ce qu'on dit ce matin, peut-être que c'est pas facile d'accueillir tout le monde. Qu'est-ce que vous, en tant que chrétienne, vous avez envie de dire ? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout le monde, toute personne a le droit de résider là où il désire. Ça, c'est un droit humain. Que toute personne a le droit aussi de choisir comment est-ce qu'il veut vivre et où, mais aussi qu'il s'apporte beaucoup de richesses et que nous, de regarder le côté positif. On peut avoir peur, mais l'expérience des paroisses que je connais et que j'ai vécu aussi, tant en France comme en Espagne, qui accueillent des migrants, c'est vraiment ceux qui vont là pour les donner, faire les repas, manger avec eux une nuit. Ça change les migrants qui s'ouvrent à ces autres et ça nous change, nous, les catholiques. Ça fonctionne. Ça fonctionne magnifiquement. Les contacts avec les migrants transforment, comme ils m'ont transformé en Afrique, ici aussi. Les contacts avec les migrants transforment les personnes, transforment les cœurs. Regardez, on en a parlé, ma sœur, regardez ces images très impressionnantes, cette mer de plastique dont on parlait, voilà, ça c'est vraiment autour de nous, à Roquetas de Mar, mais c'est comme ça partout en Andalousie. Ce sont les serres dont vous parliez, les exploitations agricoles, où travaillent de nombreux migrants clandestins, c'est ça ? Oui. Alors, dans ces serres, c'est vraiment, ils travaillent ici, c'est eux qui produisent la richesse de ces serres. Et il y a des quantités de compagnies espagnoles qui exportent en Europe et qui peuvent exporter ces fruits et légumes qui sont cultivés ici, on les mange chez nous en France, dans les supermarchés. 40% des légumes qu'on consomme en Europe et des fruits proviennent de cette région. Et beaucoup, on va le voir dans le reportage, de migrants clandestins travaillent de manière scandaleuse dans ces serres. Terrible. Il y a une grande hypocrisie économique, mais qui concerne toute l'Europe. Vous allez comprendre. Regardez. La côte andalouse, c'est le farniente d'une Méditerranée qui tutoie une interminable mer de plastique. Sous les serres, bat le poumon économique, l'agriculture intensive. Et les seuls à suffoquer pour 5 € de l'heure, ce sont les migrants. Tu sais, dehors, ici, il fait 37 degrés. Donc tu imagines sous les serres. Moi, ça fait 1 an que je suis là. J'ai travaillé dans plein d'endroits. J'ai fait de la pastèque, de la tomate, de la courgette, du poivron, plein de choses. Mais travailler dans les serres, c'est pas bon pour la santé. Tu fais ça 1 an ou 2 et c'est tout. Grâce à Dieu, j'ai encore de la force. Mais je ne veux pas me tuer au travail ici. C'est difficile. C'est pas seulement difficile, il faudrait trouver un mot plus fort que ça. Trouver mieux ailleurs veut dire obtenir ses papiers. En attendant, Abdelati vit ici depuis 6 mois, dans l'un des 42 bidonvilles de la région d'Almeria. Ça, c'est la fontaine qu'ils ont coupée. Toi, tu l'as connue quand elle fonctionnait? Non. Quand tu es arrivé, c'était déjà coupé? Quand je suis arrivé, c'était déjà le cas.
Il fallait aller à l'autre robinet, là-bas. Ces coupures d'eau intempestives, le quotidien du père Daniel, à la tête du service jésuite aux migrants. Dans les bidonvilles, notre mission, c'est d'accompagner, de servir et de défendre. Ce qui vraiment nous écœure, c'est de voir qu'ici, les poubelles ne sont jamais ramassées, qu'il y a des problèmes d'accès à l'eau et toute une série de difficultés où on voit un pourrissement d'une situation vraiment dure, vraiment dramatique et qu'entretient depuis des décennies. Il ne s'agit pas de cas isolés individuels, mais d'une situation systémique et systématique de fragilisation des droits en piétinant la dignité humaine, donc nous, on essaye de les défendre. À l'image de cette toute nouvelle maison commune, au cœur des serres, où cohabitent jésuites et migrants. Rendons grâce pour ce jour, pour notre travail, notre nourriture, pour cette table, pour la communauté. Amen. Parmi les premiers colocataires, Boubacar, 4 ans de bidonville. Ma vie a changé. Je dors bien, je mange bien, je me lave bien. Tout est bien. C'est autour de la table que se construit la communauté. Cela va permettre à chacun de grandir et de se reconstruire sur le plan individuel et collectif. À 3 kilomètres de là, c'est l'heure des retrouvailles dans ce petit bidonville familial. Ici, c'est Caritas qui agit. Comme tous les jeudis, Khadija ouvre sa maison aux cours d'espagnol. La langue, c'est très important pour s'intégrer dans la vie ici. Oui. Si tu ne savais pas la langue, tu ne peux rien faire. Tu es comme en prison. Je peux parler au médecin toute seule. Je sais faire les courses toute seule aussi. Je n'ai plus de problème pour m'exprimer. Et ça change la vie ? Oui, aujourd'hui, ma vie est meilleure. À la fin de l'année, on emmène toujours une cinquantaine de personnes, entre volontaires et habitants du bidonville. On part en vacances dans un endroit où on peut tous vivre ensemble. Et c'est fabuleux. Quand on est moralement bien, on peut s'accrocher à la vie, on peut affronter la vie, on peut espérer mieux. Voilà, très beau reportage, en tout cas édifiant. Retour à Roquetas des Mares où, vous le voyez, la messe se prépare avec la chorale qui commence déjà à chanter. C'est une très belle chorale, vous verrez, avec des migrants, des fidèles de toutes les nationalités africaines et également espagnoles. Et tout cela se passe très bien dans la paroisse, c'est ce que nous allons voir. Et quelque part, ce matin, ce sont aussi des migrants qui nous accueillent, sœur Bégonia. Oh oui, bien sûr. C'est un beau symbole. Oui, oui, c'est vrai. C'est ici, c'est les migrants qui nous accueillent, enfin, c'est la paroisse qui nous accueille. Et je pense que c'est important, ça représente un peu ce que l'Église d'Espagne fait pour les migrants. Les accueillir, mais qu'ils se sentent chez eux parce qu'ils peuvent aussi exprimer leur culture, leur foi dans une paroisse mixte. Et ça fait la richesse. Et ces migrants, ici, ils travaillent dans les serres, ils travaillent dans les serres. Oui. Dans le reportage. Ça, c'est un scandale quand même. Oui. Vaste hypocrisie, c'est ce qu'on peut dire. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces personnes-là, on les exploite, ils restent clandestins, et puis après on se dit, bon bah... on n'aime pas les étrangers non plus. Oui, il y a là, l'Église aussi, avec beaucoup d'autres organisations de la société civile, elles font beaucoup d'incidences des plaidoyers politiques pour changer les lois, pour changer. Il y a actuellement un ramassage des signatures de 700 000 personnes qu'on a ramassées, surtout à Madrid, mais un peu partout en Espagne, pour demander la régularisation de tous les migrants qui sont arrivés. C'était jusqu'à 21 quand on a présenté, mais maintenant, il y a beaucoup de partis qui demandent jusqu'à qu'on approuve la loi. La régularisation, le gouvernement espagnol, et ça fera un demi-million de personnes à peu près. C'est énorme. Le gouvernement espagnol, il y a quelques jours, a annoncé vouloir faciliter l'intégration de ces personnes qui travaillent. Oui. On l'a vu dans le reportage. Oui, mais ils ce ne sont pas des assistés. Il faudrait... Non, c'est ça. Ils ne sont pas des assistés parce qu'ils produisent. Et ils produisent la richesse d'Espagne. Alors, il faut aussi qu'ils en bénéficient un peu. Et s'ils n'ont pas de papiers, c'est très difficile ils sont exploités. Une fois qu'ils sont des papiers, qu'ils sont régularisés, ils ont les droits aux services sociaux, à la santé, etc. Et le gouvernement espagnol a conscience de cette situation.
Je pense qu'ils sont conscients et je pense que tous les gouvernements espagnols ont eu conscience de cela, mais qu'ils veulent l'ignorer. Mais il y a un mois et demi qu'on commence à parler notre langage. J'espère que ça va se traduire aussi dans une réalité différente, mais je ne suis pas trop sûr de cela. On ne se rend pas bien compte parce qu'en France, c'est un sujet explosif, l'immigration. En Espagne, comment est le débat? Est-ce qu'il est plus apaisé sur ces questions-là? En Espagne, la migration n'a jamais été considérée par la population espagnole comme un problème. Mais dans la dernière enquête qu'on a faite, il y a un pourcentage très grand d'Espagnols qui considèrent la migration un problème. Mais je pense que c'est à cause des discussions politiques qu'il y a eu ces derniers mois et entre la lutte entre les deux partis, les partis populaires et les partis socialistes, pour voir... Droite et gauche. Oui. Alors, je pense que c'est pas la réalité. La réalité espagnole, c'est pas... Les gens ont une autre préoccupation que les migrants. Ceux qui ne s'intéressent pas et ceux qui s'intéressent aux migrants, ils sont vraiment du côté des migrants. Et ils savent comment on bénéficie nous-mêmes et on profite de cette présence des migrants. Sans eux, l'économie de cette région tomberait. Est-ce que cette question des migrants est vue différemment par les Espagnols? Parce que eux-mêmes, les Espagnols, ont été des migrants dans un passé encore assez récent, sous le régime de Franco, par exemple. Oui. Beaucoup d'Espagnols se sont exilés, réfugiés en France pour des raisons politiques, pour des raisons économiques. Est-ce qu'en Espagne, ça change le regard qu'on a sur le fait de partir de chez soi et donc d'accueillir aussi des personnes qui fuient leur pays? Je pense qu'il y a quelques années, peut-être ça a influencé un peu, mais maintenant, de moins en moins, la jeunesse ne connaît pas ces grands-parents qui sont partis ou qui sont restés. S'ils sont restés en France ou en Allemagne, bon, c'est une autre chose, mais on oublie de plus en plus ça et on n'agit pas comme ça. C'est pas ça. Je pense qu'il y a eu moins de réactions parce qu'ici, ils sont venus beaucoup plus tard. Surtout la migration africaine, mais tous les migrants en général, ils sont venus beaucoup plus tard qu'en France. Alors la réaction a été aussi plus lente. Mais je pense qu'on va un peu vers cette tendance. Si on ne prend pas des mesures très fortes maintenant, et puis c'est la tendance européenne aussi, de mettre tous à la porte ou des difficultés. Quelle est la clé pour vous, qui avez cette expérience, sœur Begoña, d'une bonne intégration, de quelque chose qui satisfait tout le monde, le migrant, la personne qui accueille, pour que tout le monde vive bien? Je pense que la première chose, c'est une reconnaissance, qu'ils puissent avoir des droits, qui c'est les droits, toute l'assistance sociale qu'il y en a, les services publics qu'ils aient accès, comme les Espagnols, qu'on reconnaisse leur travail et qu'on leur donne des conditions de vie dignes. Et alors on pourra parler d'intégration. On ne peut pas parler d'intégration parce qu'on fait beaucoup pour la formation et tout ça. L'Église fait beaucoup, comme d'autres associations, pour leur donner une formation pour qu'ils puissent travailler. Mais s'ils n'ont pas de papiers, c'est très difficile. Et pour que notre regard change, à nous, les personnes en tout cas qui accueillent les migrants? Je pense qu'il faut d'abord regarder les positifs. En France, il y a des années que j'étais en France, quand j'étais à Paris il y a 10 ans, il y a 5 ans, on parlait, et j'ai travaillé beaucoup. Vous avez vécu à Paris, oui, j'ai vécu à Paris avec des victimes de la traite, mais c'était des migrantes aussi. Et là, j'ai travaillé avec... Captifs La Libération, c'est l'association pour laquelle vous travaillez, qui travaille aussi des personnes de la rue, notamment. Oui, et j'ai travaillé aussi avec ATTAC. ATTAC, on faisait vraiment des études pour voir les sens positifs. ATTAC, c'est un mouvement aussi de réflexion autour de l'économie, du social, la place du social dans l'économie. C'est ça, oui. C'était plus que de réflexion, c'est d'action aussi, et de promouvoir l'action. Et là, on faisait des études pour voir les côtés positifs. Et il y avait déjà beaucoup d'études en France, mais en Espagne, non. En Espagne, ce n'est qu'il y a 200. Je pense que les jésuites ont fait quelque chose pour voir les côtés positifs. Et c'est ce qu'il faut regarder, les côtés positifs que les migrants nous apportent. On va voir le côté positif aussi pendant cette célébration qui va débuter dans quelques minutes maintenant. Voilà, regardez, la messe se prépare, très belle chorale, très belle communauté. En regardant ces images, sœur Begoña, pour conclure, qu'est-ce que vous avez dans le cœur avant de vivre cette messe que nous allons célébrer ensemble ici? J'ai le cœur, la joie de pouvoir célébrer une messe qui est un peu africaine, puisque j'ai vécu plusieurs années en Afrique et que j'aime les cultures africaines, et la joie aussi et l'espérance de voir qu'on sera plus frères, plus sœurs à la sortie que maintenant. Merci. Et après cette célébration. Merci sœur Begoña pour ce beau témoignage ce matin. Il est l'heure maintenant de célébrer la messe avec les paroissiennes et paroissiens de Roquetas des Mares en Andalousie. Parmi eux, vous l'avez compris, des fidèles espagnols, mais aussi de nombreux migrants. La messe dans quelques instants, mais d'abord ce reportage, vous en avez l'habitude, regardez.